Les autotransformations successives du libéralisme ont créé de nombreuses tensions internes au libéralisme politique et expliquent pourquoi différents auteurs libéraux peuvent avoir des positions extrêmement différentes sur des enjeux socio-économiques par exemple. Un libéralisme de gauche, un libéralisme égalitaire n'est pas un libéralisme classique. De même, le libéralisme classique n'est pas le libéralisme multiculturel. Donc, toutes ces tensions, d'ailleurs, permettent souvent d'expliquer de nombreux débats contemporains de nos sociétés, mais il serait aussi exagéré de dire que ces autotransformations du libéralisme ont réussi à épuiser les critiques des autres traditions. Ces autres traditions persistent, elles sont toujours là, même si le libéralisme est devenu dominant, elles sont toujours là comme étant des sources principales d'une critique qui justement va considérer que même en s'auto-transformant, le libéralisme n'est pas arrivé à répondre aux objections fondamentales que ces autres traditions lui adressaient. Le républicanisme, par exemple, considérera que la critique la critique républicaine qu'il a développée reste fondamentalement valable dès lors que même pour des libéraux démocrates, même pour des libéraux qui intègrent et qui mettent au cœur du dispositif des droits fondamentaux l'ensemble des droits politiques, la participation politique reste vécue comme un mal nécessaire, reste vécue comme quelque chose dont il faut s'acquitter parce que c'est nécessaire pour assurer le contrôle de l'État, pour s'assurer que l'État reste bien dans sa fonction de respect des droits fondamentaux des individus, n'outrepasse pas ses limites. Mais fondamentalement, la participation politique reste vécue comme étant quelque chose qui nous détourne du véritable lieu de réalisation de soi qui se situe dans la sphère privée. Or, les républicains auront beau jeu de mettre en évidence, comme nous l'avons vu, que dès lors que la participation politique est vécue comme une contrainte, on a tendance à minimiser cette contrainte, à en faire le moins possible, à ne pas suivre l'actualité politique autant qu'on le devrait, ne pas être dans un contrôle effectif, ne pas être suffisamment engagé, si ce n'est lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts personnels. Et dès lors que le champ politique tend à se résumer à un conflit entre des intérêts individuels, à placer les acteurs politiques dans une posture de clientélisme où ils doivent justement être les meilleurs relais de niches de la population, d'intérêts particuliers, plutôt que de permettre que le débat politique soit le lieu d'élaboration d'une volonté générale, une lieu d'identification du bien commun. On a dès lors un champ politique qui ressemble moins à une délibération collective qu'à une recherche d'un compromis entre des intérêts particuliers. Le politique, dès lors, n'est pas à la hauteur de l'ambition qu'en souhaiterait lui donner le républicanisme, qui va s'inquiéter également d'institutions trop complexes pour permettre réellement au peuple de conserver la mainmise sur sa propre destinée, et notamment quant à une lasagne institutionnelle composée de multiples niveaux de pouvoir, et pas simplement de niveaux de pouvoir au sein d'un État, mais même d'inscription dans des constructions internationales, elles-mêmes enchâssées dans une mondialisation économique qui contraint les possibilités des peuples de définir leur propre avenir, de faire du débat politique le lieu de définition d'un projet de société plutôt qu'une force d'adaptation à un contexte qui dépasse la capacité d'autonomie politique des différentes communautés. On peut voir comment ce type d'inspiration républicaine peut se décliner de manière diverse. Toute l'insistance, par exemple aujourd'hui, sur une plus grande participation citoyenne, comme réponse à une défiance envers un monde politique qui est jugé comme étant déconnecté des citoyens, qui est jugé comme étant inefficace, qui est jugé comme ne servant plus l'intérêt collectif, comme étant biaisé par une vision court-termiste. Eh bien, à chaque fois, de cela, on pourrait opposer l'idée qu'il faut rendre le pouvoir aux citoyens. Des idées comme le tirage au sort, le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, s'inscrivent sans doute dans une inspiration républicaine, peut-être et probablement sans le savoir, mais en tout cas questionnent la capacité
des institutions des démocraties libérales, essentiellement constituées ou fondées sur une conception de la représentation comme permettant la délégation par les citoyens de la responsabilité collective aux représentants politiques, eh bien c'est cette conception de la représentation qui est mise en question. Mais ce souhait de participation citoyenne est sans doute pas forcément représentatif de l'ensemble de la population. Elle est fortement portée par, en général, des citoyens d'un niveau socio-éducatif relativement élevé, plutôt proche des secteurs non marchands que des secteurs marchands, même si cela demanderait d'être vérifié de manière plus fine. Mais ça ne correspond pas forcément, en tout cas, à une aspiration de la totalité des citoyens, justement peut-être parce qu'eux-mêmes sont marqués par le cadre de pensée libérale, par le souci de pouvoir se consacrer davantage à leur sphère privée que de devoir s'engager politiquement. Mais néanmoins, même chez ces citoyens moins engagés, on observe quand même un rapport aux représentants politiques qui est en profonde mutation. Là où ils attendaient souvent du monde politique qu'il gouverne de manière efficace, qu'il fasse le boulot à leur place, on voit de plus en plus émerger quand même un mécontentement plus généralisé et une recherche surtout de représentants politiques dans lesquels ces citoyens peuvent se reconnaître. Ils ne vont pas forcément vouloir participer en leur nom propre, participer directement, mais ils voudront trouver des leaders, des représentants capables d'incarner leurs émotions, d'incarner leurs visions, d'incarner leurs projets. Ils vont chercher des représentants politiques à travers lesquels ou dans lesquels ils se reconnaissent et à travers qui ils auront le sentiment que leur voix porte, que leur voix se prononce. Ils veulent désormais non plus déléguer à des représentants politiques la charge de la gestion des affaires publiques, ils veulent des représentants politiques qui parlent en leur nom. Ça aussi, cette mutation-là, elle retrouve quelque chose de l'essence républicaine, de l'émergence d'une volonté collective. Elle peut prendre des formes fondamentalement positives, fondamentalement intéressantes, mais elle peut aussi conduire à l'émergence de leaders charismatiques, jouant justement sur les peurs et les émotions des citoyens pour tenir des propos davantage populistes et remettre en question le jeu de contre-pouvoir que rend possible la démocratie libérale. Donc il y a dans ces aspirations républicaines quelque chose qui permet de retrouver fondamentalement une vigueur politique et démocratique, l'idée d'une recherche d'une souveraineté du peuple sur sa propre destinée, l'idée que le politique n'est pas qu'un lieu d'ajustement, mais c'est un lieu où des choix forts doivent être posés. C'est quelque chose qui me semble personnellement fondamentalement positif, mais qui est également porteur de risques, porteur de dérives, et dont il faut être attentif pour trouver comment finalement trouver dans cette inspiration républicaine un élan qui permettrait de revitaliser nos démocraties sans pour autant mettre à mal tout le jeu de contre-pouvoir, tout le jeu de conscience des limites de l'État, tout le jeu de conscience de la faillibilité du pouvoir et des gouvernants que le libéralisme thématise particulièrement bien.